Difficile cohabitation entre agriculteurs et éleveurs à Tienegwe dans le département de Mankono. Des centaines de bœufs tués, la sous-préfecture également saccagée. Les tenants et les aboutissants de ce conflit dans ce journal. Modernisation de l'agriculture par l'éthique, les acteurs du secteur de l'EVA formés pour une meilleure gestion de leur activité. Et puis au Sénégal, lutte contre l'excision, les hommes de plus en plus engagés. Madame, Monsieur, bonjour. Direction Tienegwe pour ouvrir ce journal. C'est dans le département de Mankono. Difficile cohabitation entre les éleveurs Peul et les agriculteurs autochtones. Les derniers accusant les premiers de détruire leurs plantations. Le 13 juin dernier, un mouvement de colère des 10 agriculteurs a occasionné de nombreux dégâts. On en parle avec Franck Kouadio. Il ne reste que cendres et gravats de la demeure de Bouraïla, éleveur Peul, installé depuis quelques années à Tieningwe dans le département de Mankono. Dans cette zone agricole, plus d'1 millier d'éleveurs depuis le début des années 2000 prospèrent. Mais la cohabitation avec les autochtones a pris du plomb dans l'aile. Ces derniers reprochent aux éleveurs de laisser leurs bêtes détruire les plantations. Le 13 juin donc, les jeunes de la région, sur ordre de leurs responsables coutumiers, s'en sont pris aux éleveurs locaux. Il y avait des bœufs ici, il y avait de l'or, de l'argent blanc, une tonne de maïs, il y avait de l'argent liquide aussi. Après la fouille, maintenant ils ont mis feu. Maintenant ils sont capturés pour les amener dans un village qui s'appelle Ouidala. Plus d'une centaine de bêtes emportées par les agresseurs. Bouraïla a pu retrouver quelques bêtes. Daosekou, installé dans ses bois, a eu moins de chance. Il dit avoir perdu plus de 200 bœufs. Et c'est de ce village, Ouidala, à 5 km de là, qu'est partie la fronde. Ce jeune agriculteur, comme plusieurs autres vivant ici, dit sans cesse renouveler les plans détruits par les bœufs des éleveurs. Ils ont eu à détruire à peu près tout mon champ et à chaque fois je replante. Des griefs portés depuis toujours à l'attention de l'autorité administrative, mais restés lettre morte selon le vieux Kanté Vanli, chef de canton du Korodougou. Excédé donc, il ordonne une première action en mai. Une bravade contre l'autorité qui lui vaut d'être emprisonné à titre préventif. Un matin, je partais de mon champ, qui allait trouver que les bœufs sont en train de détruire 6 hectares de maïs. Je suis allé à la gendarmerie et à la sous-préfecture à maintes reprises leur tenir informés. Et cela n'a abouti à rien. C'est ainsi, j'ai dit aux jeunes, allez-y à la chasse des bœufs. Leur chef en prison, les populations locales y voient un parti pris de l'autorité. Et le vieux Kanté Vanli, une fois libéré, remet le couvert. Dans ce pays, nous n'avons jamais entendu qu'un chef de canton a été arrêté et emprisonné sans cause. Voilà pourquoi mes enfants se sont levés, parce que leur papa, leur frère, leur aîné a été emprisonné. Conséquence, le 13 juin dernier, plusieurs hordes de jeunes venus de Ouidala et d'autres villages investissent le chef-lieu, saccagent la sous-préfecture et massacrent des bœufs. Scène de pillage identifiée aussi à Braïmadougou, à 25 km de là. Le sous-préfet, d'ailleurs disposé à nous parler, n'a pu obtenir l'autorisation de sa hiérarchie. Et les positions jusqu'à maintenant semblent bien tranchées. On en a marre de ces hommes. Si tu vois nos champs dans un cadre incendié, ce sont les Peuls qu'il faut. J'en ai témoin un jour dans mon champ. Alors, voilà pourquoi j'ai dit trop c'est trop. Je ne veux plus voir de Peul sur mon territoire Korodougou. Les dégâts qui étaient commis sont trop. Il y a les gens, les baies sont finis. Il y a les gens, ils n'ont plus rien. Maintenant, cette justice doit être faite. Et dans la région, on n'est pas encore sorti de l'auberge. D'autres pillages de bœufs ont eu lieu à Ouaradala, autre sous-préfecture, à quelques kilomètres de là, au moment où autorités locales et les ministres de l'Agriculture et de la Production animale sont instruits par le gouvernement de ramener définitivement la paix dans la région. Voilà, c'était un dossier proposé par Franck Kouadio.
Lavage des mains au savon, allaitement maternel, des gestes simples et qui sauvent. Alors l'association Chanelo Aide à l'enfance en détresse incite les populations des quartiers précaires à les mettre en pratique au quotidien. On en parle avec Hamza Diaby. Les programmes de sensibilisation permettent d'informer et d'éduquer les populations. Des populations qui en ont très souvent besoin pour une meilleure prise de conscience. Autrefois mal informées ou pas du tout sur les maladies existantes et leurs modes de contraction, les habitants de Gobelet reçoivent une formation sur les pratiques familiales essentielles. Pendant un mois, ce quartier précaire de Cocody, sillonné par l'ONG Association Chanelo, aide à l'enfance en détresse. Nous leur avons expliqué que le lavage des mains au savon est très important. Parce que sans lavage de mains, c'est comme cela que nous attrapons des maladies, des infections intestinales, les diarrhées, les fièvres typhoïdes. Des gestes désormais maîtrisés et pratiqués par les habitants de Gobelet. Depuis qu'elle est venue nous apprendre ça, avant d'allaiter l'enfant, on lave nos mains et puis on positionne l'enfant. Et puis l'enfant tète pendant 15 minutes. Aider ces populations par la sensibilisation aux bonnes pratiques, une initiative saluée. La propreté est une valeur sûre qu'il faut inculquer aux enfants, aux femmes. Et je pense que c'est une très belle initiative. Nous sommes là pour soutenir notre sœur. Le lavage des mains au savon, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, l'enregistrement des enfants à l'état civil ou l'allaitement maternel, des gestes simples qui sauvent des vies et dont ont bénéficié les habitants de Gobelet. Cette action de l'association Chanelo est appuyée par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Deuxième édition des Journées culturelles Bron à Transua, l'initiative de la Fédération des mutuelles pour le développement de la localité vise entre autres à réunifier le peuple Bron. Laetitia Manglé. Au son de la tombe blanc, tambour au dos nu, Nzobia et Kosno exécutent avec précision la doha, danse traditionnelle Bron. La deuxième édition des Journées culturelles Bron est ainsi lancée. Le choix de la sous-préfecture de Transua pour abriter les festivités n'est pas fortuit. Transua reste à ce jour la seule zone où l'on ne s'exprime qu'en langue Bron. La Fédération des mutuelles pour le développement de Transua, FEMUDESTRA, veut à travers cette initiative valoriser le riche patrimoine du peuple Bron et par ricochet la langue Bron, pratiquée par seulement 30% des fils de la région. Il n'y avait pas de moyen de se retrouver pour parler de développement. On a cru bon de nous mettre ensemble et fédérer toutes les mutuelles de la sous-préfecture pour être plus forts. Parmi les solutions proposées pour redonner de la valeur à la culture Bron, l'écriture de la langue et l'éducation par la tradition occupent une place de choix. Nous avons constaté que nos valeurs traditionnelles sont en perdition. Et cela parce que la jeunesse ne prend pas suffisamment le relais à ce niveau-là. Et donc c'était une façon d'interpeller cette jeunesse-là pour lui rappeler les voies qui étaient utilisées par nos anciens pour éduquer les enfants. Les journées culturelles Bron se tiennent chaque année depuis 2012 dans la période des vacances scolaires. Journées au cours desquelles les meilleurs élèves, cadres du village et acteurs du développement de la région reçoivent des distinctions. Retour à Abidjan, précisément à Trécheville, pour parler football freestyle. De plus en plus de jeunes s'intéressent à ce sport. Le monument du ballon rond n'a aucun secret pour eux. Ils ont pu le démontrer samedi dernier. C'était au Palais de la Culture à l'occasion donc du championnat national de freestyle. On en parle avec Michel Digré. Le football freestyle est une discipline libre mêlant l'acrobatie, la jonglerie et la gymnastique avec un ballon de foot. Sur les bords de la lagune ébriée, les adeptes sont de plus en plus nombreux. Après plusieurs mois de compétition, 16 freestylers partent à l'assaut du champion sortant Titi Koné. Pour devenir bon freestyler, il faut avoir la maîtrise d'abord et il faut apprendre à mieux, il faut te concentrer à l'entraînement, il faut savoir mieux maîtriser le ballon. Après les échauffements, le spectacle peut commencer. Pour départager les candidats, un jury pour qui
le football freestyle n'a pas de secret. Après 2 heures de spectacle, le jury est unanime. Le champion est Titi Koné, qui remporte pour la 2e fois consécutive le titre de meilleur freestyler de Côte d'Ivoire. Le freestyle est un sport qui commence à prendre énormément d'ampleur dans le monde, qui est aujourd'hui un championnat qui réunit tous les pays chaque année à une date bien précise en septembre. Et donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire prenne part à ce challenge au niveau mondial. En septembre prochain au Japon, Titi Koné affrontera les meilleurs freestylers du monde. Si à son agilité, il parvient à avoir la rage de vaincre de Muriel Aouré, il pourrait faire sûrement des exploits. La 8e et dernière journée des mondiaux, toujours en sport, mondiaux donc d'athlétisme Moscou 2013 a été marquée par le double succès de la Jamaïque au relais, 4 fois 100 mètres hommes et dames. Il y a eu également les finales du 800 mètres, 1500 mètres, le type saut et le javelot féminin. Le point avec Sébastien Ounier. La médaille d'or du javelot féminin à Christina Oberfoll. Longtemps battue dans les grands meetings, elle va monter pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche du podium. Comprenez donc cette immense joie. 69,05 m, Christina a longtemps attendu cette heure. Moscou 2013 porte bonheur. Le triple saut masculin a souri au Français Teddy Tango. Il remporte lui aussi sa première médaille d'or. 18,08 m. Encore toute une page d'émotion. Ainsi va le sport. Il est champion du monde, il a du mal à y croire. Au 1500 mètres, Kenyans, Français, Éthiopiens sont lancés pour 3 médailles. Le bronze, l'argent et l'or. Les Kenyans sont bien placés. Course stratégique, elle a été facile pour le Kenya. Abdel Kripop renoue avec le podium. 3 minutes, 36 secondes, 28 centièmes. Le 800 mètres féminin s'est joué dans le dernier mètre. La Kenyane Yunisum se surpasse et franchit la première, la ligne d'arrivée. Son temps, 1 minute, 57 secondes, 38 centièmes. Le relais 4 x 100 féminin, la Jamaïque, la France, le Bahamas, la Grande-Bretagne, les USA, le Brésil, la Russie. Il faut aller à fond, ne pas se tromper de passage de témoin. La course a été très chaude. La Jamaïque, avec l'intouchable Fraser Price, s'offre la médaille d'or. Enfin, la dernière course des mondiaux d'athlétisme, Moscou 2013, le relais 4 x 100 masculin, avec le duel Jamaïque-États-Unis. Duel également entre Usain Bolt et Justin Gatlin. L'homme le plus rapide au monde étale tout son savoir, toute sa classe. La Jamaïque se classe première en 37 secondes, 36 centièmes. Hors de chez nous, au Sénégal, les hommes s'invitent dans le combat contre l'excision. Malgré son interdiction depuis maintenant 14 ans, la pratique persiste. 24% des fillettes sont excisées dans le pays. Imams et fidèles sensibilisent donc sur la question. Et puis la police égyptienne a été ciblée d'une attaque ce matin. Elle a été donc la cible d'une attaque ce matin dans le nord de la péninsule du Sinaï. Attaque qui a fait au moins 24 morts. Les policiers se rendaient dans leur caserne à bord d'un minibus quand ils ont été donc attaqués à un poste de contrôle vers la bande de Gaza. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.